Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée Y a-t-il un sens de l'histoire? Introduction. Premièrement, égale la raison dans l'histoire. L'histoire, au sens premier, a un sens. C'est le philosophe qui retranscrit ce sens à travers l'histoire philosophique. A les différentes manières d'écrire l'histoire. B. L'histoire philosophique, philosophie de l'histoire. Deuxièmement, n'est-ce pas pour nous que l'histoire a un sens? Kant, grand A, idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique. Le sens de l'histoire est seulement un besoin de la réflexion. B. Analyse du statut de fait historique. On commence par deux sens de mot histoire. Désigne le passé tel qu'il a été vécu et parcouru par l'ensemble de l'humanité, réalité historique. Deuxièmement, la connaissance de ce passé. Plusieurs sens du mot sens, signification, être intelligible, ne pas être absurde, avoir une direction, être orienté vers quelque chose. Fin finale, finalité problématique. On doit donc se demander si l'histoire, au sens de réalité historique, a un sens. À la fois, si on peut la comprendre, si elle est cohérente et si elle est orientée vers une direction et une fin précise. De même, à propos de l'histoire, au sens de connaissance du passé, c'est plutôt à propos de l'histoire au sens de réalité historique que la question paraît avoir lieu de se poser. En effet, si on ouvre un livre d'histoire, on ne dit pas que c'est de carabia, mais que c'est un discours intelligible, rationnel, etc. L'histoire au sens de connaissance du passé fait donc immédiatement sens. Le mot sens étant pris en son premier sens. La question de savoir si l'histoire au sens de connaissance du passé a un sens ne paraît donc pas très pertinente, ou encore qu'elle pourrait mener à s'interroger sur la rationalité du discours historique. C'est donc plutôt sur l'histoire au sens de réalité historique qu'il faut ici s'interroger. Et si ce sont l'histoire de Péterois, de mots sens, qui peuvent être convoqués. L'histoire au sens de réalité historique a-t-elle un sens? Ce que font les hommes est-il dénué de sens? Cela peut s'étendre comme suit. Est-ce que l'histoire des hommes n'est que l'histoire de nos passions, de la violence, de guerre, etc. Et si le sujet a une connotation morale, il s'agit de savoir si l'histoire des hommes doit nous mener à dire que l'homme est mauvais, doit-on désespérer de l'homme dans l'histoire? Mais encore, on peut tout simplement se demander si l'histoire a une direction, si elle est orientée vers une fin. Mais alors, on rejoint la précédente question, car si on cherche à donner un contenu à cette fin de l'histoire, on peut très bien considérer que c'est une fin morale, un progrès moral de l'homme. L'histoire aurait un sens que serait la réalisation de l'essence de l'homme et l'avènement de la moralité. Mais finalement, un autre problème se pose. Si on dit que l'histoire au sens de réalité historique a un sens, il faut bien en faire le récit. Ne peut-on pas de lors se demander si ce ne réussit pas au bout de compte à travers l'histoire au sens de connaissance du passé que se pose un historien recherchant le sens de l'histoire, donc l'exercice d'un sujet connaissant que l'histoire au sens de réalité historique est supposé avoir un sens. Mais alors, peut-être ce sens de l'histoire n'existerait que par cet historien même. Peut-être même l'histoire au sens de réalité historique n'existe-t-elle pas?
égale la raison dans l'histoire. L'histoire comme réalité historique a un sens. C'est le philosophe qui retranscrit ce sens à travers l'histoire philosophique. Les différentes manières d'écrire l'histoire. Nous allons voir à travers un célèbre texte de Hegel dans lequel il expose quelles sont les différentes manières d'écrire l'histoire historiographique, que c'est bien conformément à ce que nous avons soupçonné dans notre introduction à propos de l'histoire comme réalité historique. Se pose la question de savoir si l'histoire a un sens. C'est même précisément cette histoire-là qui a un sens. Hegel, le type de l'historiographie, lien vers le texte, question. Hegel distingue trois grandes manières d'écrire l'histoire. Quelles sont-elles? Définissez-les. Deuxièmement, retrouver quelle est l'histoire que nous avons apprise à l'école, de l'histoire de l'historien actuel. Troisièmement, quelle est l'histoire qui a le plus de valeur? Pourquoi? Pour se faire les avantages et les inconvénients de chacune. Chaque manière d'écrire l'histoire est rapportée à une faculté de l'esprit. La première renvoie à la conscience immédiate, la seconde à l'entendement, la troisième à la raison. Si on progresse dans ces manières d'écrire l'histoire, c'est donc aussi parce qu'on utilise une faculté mieux adaptée à la connaissance de l'histoire. Première façon, histoire originale, conscience immédiate, spontanée et subjective. Définition, histoire vécue immédiate, récit des événements par le témoin direct d'une époque, comme le fer érudite, Tostide, César. C'est une histoire au présent, car l'historien est partie prenante de l'époque qu'il décrit. Les avantages de cette façon, faire passer à leur postériorité des événements vécus par les contemporains d'une époque, permet de comprendre comment les hommes de l'époque ont vécu les événements. Les inconvénients de cette façon, naïveté et partialité, car pas de recul de l'historien par rapport à l'époque ou l'événement qu'il décrit, présence inévitable de l'ordre des préjugés, des jugements de valeur et absence de conséquences et des influences. Bref, les événements ne sont pas compris. Font souvent ça pour louer leur parti, leur patrie, donc servir des intérêts donnés. Deuxièmement, histoire réfléchissante de l'entendement. L'entendement a pour spécificité de séparer, de diviser, reconstruction du passé afin d'essayer de revivre en esprit. Elle s'effectue sur un document. Le document travaille de l'élaboration. Histoire réfléchissante proprement dite, comme histoire d'un pays ou histoire du monde entier. Les avantages de cette façon, en premier recul, n'étant plus de la même époque, on dispose des influences et des conséquences des événements historiques. On fait donc un véritable travail historique. On relie entre eux des événements. Les inconvénients de cette façon, sa globalité même par détail, donc absence d'explication réelle, repose sur des témoignages des historiens originaux dont on a dit qu'ils étaient subjectifs. Croire qu'on peut connaître et décrire en un récit censé la totalité des événements historiques. B. Histoire pragmatique. Vise à connaître le passé avant d'y tirer des leçons morales, de normes de conduite. Hegel souligne que c'est à cause du caractère général de l'histoire qu'on a pu faire ce genre d'histoire. L'histoire a trait pour le passé. L'homme doit, surtout pour agir, s'intéresser au présent. On essaie donc de rendre l'histoire utile en s'en servant pour le présent. Quatrièmement, comment en réfléchissant sur un autre point commun de l'histoire qui se trouve autant dans passé que présent, la politique. Maintenant, les inconvénients de cette façon. D'abord, confusion morale et politique, pas même intérêt, pas même but. De plus,
arguments tirés de la nature du réel. On ne peut tirer de leçons de l'histoire, car si des événements ou situations historiques peuvent avoir de ressemblances, elles ne sont jamais strictement le même. Nul cas ne ressemble exactement à un autre. Ce serait donc néfaste. Ça sert à rien, car dans l'urgence et la nécessité de l'action, il vaut mieux s'attacher à ce qui se passe qu'au passé. Ça, ce sera sans doute plus efficace. Puis, un tout petit changement dans les circonstances, même inaperçues, peut tout changer. Exemple, Hitler a voulu tirer des leçons de l'échec des armées napoléoniennes en 1812 a envahi le territoire russe. Il se dit que la vitesse supérieure de ces blindés l'aiderait à réussir là où Napoléon avait échoué. Ce qu'il a oublié, c'est que la Russie, elle aussi, avait évolué. Le pire défaut de ce genre d'histoire est donc d'oublier que l'histoire est avant tout changement, singularité. Les événements sont uniques. Ils ne se répètent donc jamais. Est imprévisible. On ne peut tirer de loi de l'histoire du genre. Un pays de vaste dimension ne peut être conquis. La défensive est supérieure à l'offensive, etc. Il peut toujours arriver l'imprévu, sinon pas d'histoire. Histoire critique, l'histoire de l'histoire. Ici, à l'évidence, histoire au sens première et à la limite au sens d'histoire, de grande histoire, consiste à enquêter pour s'interroger sur l'authenticité de documents historiques, connaissance par document à partir de traces. En critique externe de cette façon, forme de document, authenticité originelle, copie, faux, provenance, écriture, composition, papier pour dater, critique interne, contenu qui a voulu dire de l'auteur, est-ce crédible? Les avantages de cette façon, l'historien cherche par là à atteindre l'objectivité, pas désigner, car il ne faut pas intervenir sa propre subjectivité, mais s'arme du principe de critique d'explication signifie, par rapport à la première façon, qu'on ne peut pas comprendre que ce que ne vit pas l'historien, qu'il n'y a par définition que pas d'histoire immédiate. Comparaison historique, histoire originale et histoire critique illustre bien la différence journaliste et historien. Il faut faire la distinction entre avoir le sentiment de l'importance de ce que se passe et l'importance de ce que s'est passé, sa signification historique. De même, les éméritiers qui prenaient la Bastille n'ont pas le sentiment de commencer une révolution. À l'inverse, certains députés de la Quatrième République peuvent avoir l'impression de vivre de sciences supplémentaires historiques que l'histoire n'a finalement pas retenues. La conséquence consiste que rien n'est donc plus différent que le travail des journalistes et celui des historiens. L'historien fait un travail de critique, de commentation que le journaliste ne peut pas vraiment faire parce qu'il est témoin. Ainsi qu'on parle d'histoire en direct et d'histoire immédiate, on fait une erreur sur le mot d'histoire. Il y a aussi un véritable paradoxe. En effet, il semble que moins l'événement est présent, moins il est directement rapporté, plus l'histoire racontée est crédible. On est plus sûr de ce qui s'est réellement passé en 1789 à Paris de ce qui s'est passé en décembre 1989 en Roumanie, alors qu'on a beaucoup moins de documents.
Les inconvénients de cette façon, l'historien critique croit possible de sympathiser avec les acteurs du passé et leur époque, pas au sens d'attrait spontané pour quelqu'un, mais de communauté de sentiments ou de pensée avec un être ou une époque. Or, il faut sélectionner les documents, les faire parler, donc leur poser certaines questions, la faire autour des spécialistes, Eichmann, pas absence de parti pris, valeur de l'historien lui-même, ou de son époque projetée sur le passé, ou de jugement de valeur, esclavage. Il commet une erreur sur la nature de l'histoire. Il ignore que l'homme est avant tout un être culturel et change au cœur de l'histoire. Donc, cette manière d'écrire l'histoire n'échappe pas à la subjectivité. Tout ce qu'elle nous montre, c'est que le recul de réflexion n'est pas recul à 100%. L'histoire spéciale, art, religion, etc. L'avantage de cette façon, c'est une vue d'ensemble, point de vue général. L'inconvénient, c'est le brise la totalité d'une culture, d'une civilisation, donc c'est une histoire partielle, même partiale. Puis, histoire philosophique, philosophie de l'histoire, c'est l'idée d'une histoire qui posséderait un fil conducteur a priori. C'est elle qui est donc douée de sens, à la fois intelligible, rationnel et tendue vers une direction. Point de vue entièrement général. Saisit l'histoire de devenir historique dans son ensemble, ignore le détail. Possible grâce à fait que considère l'histoire comme réalisation de l'esprit qui correspond au progrès de la liberté et de la raison. L'esprit qui est le sujet de l'histoire et se réalise au cours de l'histoire. Exemple, selon Hegel, l'histoire a un sens au sens de direction vers laquelle elle est enfin. C'est cette direction qui permet de la lire, de la comprendre, de la rendre intelligible. Cette fin, c'est la liberté et la raison. Je cite Hegel dans le principe de la philosophie du droit, l'histoire mondiale, elle est considérée comme succession de 4 empires. Premier empire oriental, type de domination Égypte, pharaonique, un seul et libre, le roi. Monde grec, naissance de la liberté, le seul exclut la femme, enfant, esclave, mais pas d'idée de la valeur de l'individu en tant que tel. Troisième empire, monde romain, naissance du droit privé, du droit subjectif de l'individu. Quatrième empire, monde germano-chrétien. Tous sont enfin égaux et libres. État constitutionnel, progrès historique qui se repère facilement. L'esprit du monde se promène et s'installe chez certains peuples. But poursuivi par l'esprit dans l'histoire, la liberté du sujet. Système qui cherche à rendre compte de la totalité du devenir historique de l'humanité à l'aide d'un seul principe explicatif. Pour Hegel, la raison-esprit, on dit que son système est idéaliste. Quelle est l'origine de la philosophie de l'histoire? La réponse, pas à proprement parler au XIXe siècle, même si Kant, on avait déjà parlé, c'est la Révolution française qui a pu faire croire aux philosophes, Kant, Hegel, Marx, que l'histoire avait un sens, que l'homme progressait au cours de l'histoire. Son origine est plutôt due à l'émergence du christianisme. Saint Paul, épître aux Romains, derrière tout ce que font les hommes se profile un plan caché de Dieu, de la providence, qui guide les événements. Voici ce plan, fil directeur de l'histoire, la création. Dieu a créé l'homme à son image, la chute, péché d'Adam et la chute et la lente histoire de la rédemption qui a commencé avec la mort de Christ jusqu'au moment
jusqu'au jugement dernier, fin du monde. Conclusion, l'humanité est à travers l'histoire soumise aux épreuves d'une rédemption progressive qui consiste à se guérir des péchés originels. L'histoire est donc celle du salut de l'humanité. Ce n'est pas à proprement parler une philosophie de l'histoire, mais plutôt une théologie de l'histoire. En ce moment, je cite Saint Augustin, la cité dédiée et Bossuet, discours sur l'histoire universelle. Mais souvenez-vous, monsieur, que ce long enchaînement de causes particulières qui font et défend les empires dépend des ordres secrets de la divine providence. Pour ces derniers, il n'y a aucun hasard dans l'histoire. Si les hommes ne parviennent pas à voir comment l'histoire progresse vers sa fin, c'est parce qu'ils sont des créatures ignorantes du dessein divin et des moyens par lesquels ils s'exercent. La notion de la raison selon Hegel dans l'histoire. Avec Hegel, ce qui n'était qu'un mode théologique d'explication du devenir humain va prétendre devenir une philosophie de l'histoire. Hegel reprend explicitement dans la raison, dans l'histoire, la notion du dessein divin. Il dit en effet que quand il affirme que c'est la raison qui gouverne le monde, il veut dire la même chose, mais de façon laïcisée. Tout comme derrière l'apparence extérieure des événements se cache un plan divin, derrière tout ce que font les hommes, et notamment derrière tous leurs actes, le plus absurde et le plus passionnel, se cache une raison, un esprit qui mène le monde vers plus de liberté, plus de rationalité, plus de moralité. Notion de la raison, se sert de la raison, cela veut dire, la notion de la raison veut dire la raison se sert des passions de l'homme à leur insu pour réaliser ses fins. Les hommes croyaient suivre leur volonté, alors qu'en fait, ils servaient de dessein divin ou rationnel. Mais la raison est intérieure, non pas extérieure, au devenir historique. Contrairement à l'histoire sainte, elle est le devenir historique lui-même, ce qu'elle n'est pas la capacité de compréhension, de distinguer le vrai du faux, de raisonner, mais ce qui se développe à travers l'histoire. Bref, c'est une entité, le réel lui-même. Ce qui est réel est rationnel, ce qui est rationnel est réel. Alors, toute philosophie de l'histoire admettre 4 postulats. La réalité historique est objectif et existe indépendamment des hommes. L'histoire a un sens, une direction définie, une signification. Le temps est conçu comme une ligne droite allant à l'infini. Quatrièmement, elle a une finalité, elle poursuit un but. Donc le temps est efficace, elle nous mène vers une fin. Tout événement n'a de sens que rapporté à cette fin et donc un événement. Voilà, notre intervention est terminée. Merci bien de votre attention. Au revoir.